Bonsoir chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands débats qui touchent notamment la scène égyptienne. Si je peux dire, durant les derniers jours, notamment durant les dernières 24 heures, il y avait des messages très importants lancés de la part de l'État égyptien, en tête bien sûr le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors que l'Égypte se trouve dans une région instable, l'Égypte représente un axe très essentiel dans cette région. Et de l'autre côté, on trouve que l'Égypte, d'après les dernières infographies publiées ce lundi sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, même sur la page du centre de presse du Conseil des ministres, on trouve que l'économie égyptienne s'est classée au premier rang des économies les plus importantes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec un taux de croissance de 5,7%. Donc c'est un taux tout à fait intéressant. Tout cela, bien sûr, à la lumière de la dernière visite effectuée par une délégation du Sénat américain dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte, entre les réalisations, les accomplissements sur le terrain et les aspirations, c'est toujours, si je peux dire, le sujet à discuter aujourd'hui avec plusieurs points différents, notamment que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a lancé des messages très importants en ce qui concerne la situation de l'Égypte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, avant de vous présenter un reportage tout à fait intéressant en ce qui concerne une colloque qui a été tenue hier par les forces armées en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, permettez-moi tout d'abord de saluer notre analyste politique et économique, docteur Ali Al-Khouri'i. C'est un homme de renommée internationale. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et bien sûr, tout au long de cette édition, nous allons jeter plus de lumière à travers les explications, les analyses de monsieur Ali Al-Khouri'i sur les différents messages qui ont été lancés durant les dernières 24 heures par l'État égyptien, notamment le président égyptien Fattah el-Sisi. Et avant même de commencer ou de vous présenter ce reportage sur le 31e colloque culturel des forces armées, permettez-moi de vous signaler que le président égyptien Fattah el-Sisi a félicité le peuple tunisien pour l'élection du président Kais Saïd. Donc, félicitations pour les Tunisiens et nous souhaitons bien sûr que ce peuple frère trouve une stabilité politique, économique, bien sûr parce que, en fin de compte, tout cela mène aux intérêts des Arabes. Donc, justement, je dois vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les messages lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi au 31e colloque culturel des forces armées. À l'issue du 31e colloque culturel des forces armées, le président a visualisé un documentaire intitulé « La vérité et le défi ». En déclenchant la guerre contre le terrorisme au Sinaï, il y a 6 ans, les forces armées n'ont pas demandé au peuple d'accorder des dons pour développer leurs capacités militaires, comme fut le cas en 1967. L'armée est engagée dans une guerre féroce contre le terrorisme parallèlement aux démarches de l'État pour réaliser le progrès et le développement, a affirmé le président el-Sisi lors du colloque. Le chef de l'État a ajouté que le peuple égyptien n'a jamais perdu sa confiance en soi ni en son armée, soulignant que l'objectif des ennemis de la patrie était récemment de torpiller la confiance entre le peuple et son armée, mettant en doute les capacités et les objectifs de cette dernière. Le président el-Sisi a ajouté que la guerre terroriste qui sévit au Sinaï depuis 6 ans épuise nos capacités. Il a également expliqué que l'armée et l'État œuvrent à construire et à réaliser le développement afin d'aller vers l'avant. Le peuple égyptien est capable de défendre et de sacrifier pour son pays. C'est une leçon de la guerre d'octobre. Ce qui importe est d'avoir cette volonté et cette détermination
inébranlable pour poursuivre les démarches de réforme économique et de développement, a souligné le président As-Sisi, ajoutant que l'Égypte est un pays axial au cœur d'une région instable. Évoquant le barrage de la Renaissance, le chef de l'État a souligné que les événements survenus en 2011 ont en leur effet négatif sur cette affaire et ont compliqué davantage la question, soulignant qu'un entretien aura lieu avec le Premier ministre éthiopien à Moscou autour du dossier du barrage de la Renaissance et les affaires avanceront dans le bon sens. À propos de l'offensive turque en Syrie, le président a dit que la position de l'Égypte ainsi que celle de plusieurs pays arabes ont été claires à cet effet, à savoir refuser catégoriquement cette agression militaire. Des scènes du film Al-Mamar ou Le Passage, devenu une icône pour le peuple égyptien, ont été diffusées lors du colloque et les héros du film ont été honorés pour cette magnifique œuvre cinématographique. Donc, très vite, le premier message lancé à partir de ce rassemblement, de ce colloque culturel, en déclenchant la guerre contre le terrorisme au Sinaï il y a 6 ans, les forces armées n'ont pas demandé au peuple d'accorder des dons pour développer leurs capacités militaires, comme fut le cas en 1967. Mais c'est vrai, hein, les gens n'ont pas pensé à ça. C'est arrivé après 1967. Et il y avait les vedettes égyptiennes qui ont fait des tournées dans les pays arabes pour essayer de rassembler un peu d'argent pour pouvoir acheter du potentiel militaire, pour pouvoir continuer la bataille qui a été entamée avec des conséquences que nous connaissons tous. Ça, c'est une vérité. Et les gens se demandent en Égypte pourquoi l'armée s'intéresse à des projets économiques. Bon, c'est pour cela. Ils commencent un projet. Il réalise des profits éventuellement. Avec ce profit-là, il achète les armements de l'extérieur. Il ne demande pas au peuple de contribuer. Le peuple a assez de problèmes et ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils s'intéressent à des projets qu'ils font eux-mêmes à travers l'armée. Donc c'est une institution productive également. C'est ça, exactement, les deux. Et c'est pour cette raison-là que j'essaie d'expliquer aux gens. Parce qu'ils se demandent, et les hommes d'affaires égyptiens, mais ils ne vont pas trouver de projet. Je dis non, il y a ça pour les hommes d'affaires et ça pour l'armée, pour pouvoir acheter les armements. Parce que sans l'armée, on est coincé. Ça se voit. Et par exemple, c'est-à-dire investir dans la sécurité, c'est-à-dire investir dans l'économie. Dans l'économie générale. Et vous avez dit, nous avons atteint un pourcentage de 5,7% grâce en partie à ces projets-là réalisés par l'armée, qui rentrent dans l'économie nationale. L'armée porte toujours le slogan, ou réalise toujours le slogan, humain qui protège, l'autre construit. Et n'oubliez pas la qualité de ces projets-là. Je vois la différence, franchement. Parce que c'est une institution qui suit des règles précises dans l'armée. Et il réalise... La discipline. La discipline, c'est premièrement. Alors, vous faites ça d'une façon adéquate. Voilà la qualité qu'on veut. Sinon, on recommence tout de suite. De l'autre côté, on laisse passer. C'est une chose qui est acceptée depuis des années. On continue. Mais il y a un changement maintenant. Parce que l'homme d'affaires, il commence à avoir du côté là, à gauche, par exemple, il y a l'armée qui travaille, qui donne un travail superbe, une qualité très haute. Et du côté égyptien, l'homme d'affaires égyptien, il n'a pas la même qualité. Alors, il essaye de trouver un moyen pour pouvoir... Une sorte de concurrence. Voilà, c'est le mot. Une concurrence avec l'élément armé, de l'autre côté. Alors, les gens ne savent pas ça. Il faut expliquer. C'est pour ça que je suis... Expliquer une chose très importante, c'est que l'armée prend toujours la partie de la direction, de la gestion de ces projets. Oui, et réaliser les projets aussi. Réalisés à travers les compagnies civiles, les compagnies égyptiennes et internationales. Parce qu'ils savent comment réagir, comment gérer l'affaire de haut. Vous savez que dans l'organisation, par exemple, c'est l'armée qui a entamé cette institution qui est l'armée et appliquée dans
l'industrie des pays. Vous voyez, par exemple, dans cette perspective-là, il y a toujours le haut commandement et il y a une chaîne de commande qui descend tout en bas et réalise avec la supervision de l'armée tout en haut. C'est ça, vous l'avez dit, c'est la supervision numéro 1 et puis l'exécution du travail et la qualité désirée. Ouais. Il y a les trois. Ouais. Ouais. Alors c'est pour ça que je dis, c'est très bien que... Il y a, si je peux dire même, il y a une autre vision en ce qui concerne le développement. Le développement, c'est un instrument efficace pour lutter contre le terrorisme. Oui, le terrorisme, je voudrais dire quelque chose. L'armée, elle est faite pour pouvoir attaquer une autre armée ou défendre le pays contre une armée. Ouais. Mais ces terroristes-là, ils ont des moyens qui sont tout à fait différents. Ouais. Et l'armée, pour s'adapter à cette nouvelle opération qui se déroule au Sinaï, a pris quelque temps. Maintenant, ils savent comment les arrêter. Et on voit, le président lui-même, il a dit, les choses s'améliorent. C'est vrai, au commencement, il ne savait pas comment agir contre ces gens-là. C'était une nouvelle chose. Maintenant, ils le savent très bien. Alors, on peut arrêter maintenant ce mouvement terroriste à travers des tactiques entamées par l'armée elle-même. Et par exemple, le côté nord, c'est là où il y a tout le problème. Le sud et le centre du Sinaï, il n'y a presque rien. Le sud, rien. Alors, cette région-là, parce qu'elle est peuplée par des citoyens égyptiens, on ne peut pas attaquer facilement comme ça. Alors, il y a des précautions à prendre. Alors, ça arrête un peu l'offensive militaire. Et ça prend du temps. Et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, parce qu'il y a des civils qui habitent là. Vous comprenez? Alors, il y a des difficultés. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de changements sur le plan militaire au Sinaï. Ça, je le garantis. Oui. L'un des messages les plus forts, c'est les tentatives visant à réduire ou même briser la confiance entre l'armée et le peuple, entre la présidence et le peuple. Cette vision ou ces pratiques qui visent à, comme on dit, séparer la tête du corps, la direction du reste du pays, du reste du peuple. Comment vous trouvez sur le terrain? Est-ce que ces tentatives sont efficaces ou plutôt les accomplissements réalisés sur le terrain sont très convaincants pour les Égyptiens? C'est ce point-là. Il ne faut pas oublier que l'armée, c'est l'élément décisif pour protéger le pays. Oui. Regardez autour de vous, que ce soit la Libye, le Soudan, maintenant ça va mieux, mais il y a quelques mois, le Soudan, la Syrie, l'Arabie Saoudite et tout ça. Qui défend ces pays-là? C'est l'armée. S'il n'y a pas l'armée, bon, il y aura un problème aigu en Égypte. Il y aura le chaos. Le chaos aussi. L'insécurité, l'instabilité, oui. Qui va investir de l'argent dans ce pays-là qui n'a pas d'instabilité? Personne. Oui. Mais maintenant, il y a une stabilité en Égypte. Au Sinaï, le 3/4 du pays est stable. C'est juste la partie nord. Et ça s'améliore petit à petit. Oui. Permettez-moi de prendre cet petit appel téléphonique de la part d'un politologue, de la part d'un membre très éminent au sein du parti Al-Wafd, Dr Mohamed Nasr. Bonsoir. Dr Mohamed Nasr. Allô? Oui, Dr Mohamed Nasr, est-ce que vous m'entendez bien? Le Dr Mohamed Nasr. Donc, en tout cas, le président a dit que l'Égypte est un pays axial au cœur d'une région instable. Et à propos de l'agression turque en Syrie, le président a dit que la position de l'Égypte ainsi que celle de plusieurs pays arabes ont été claires à cet effet, à savoir, en gros, refuser catégoriquement cette agression militaire sur la terre arabe syrienne. Ah oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier non plus que les gens qui souffrent, c'est la population, les civils. Vous avez lu récemment qu'il y avait presque 300 000 personnes qui ont dû quitter leur pays et ils se trouvent maintenant éparpillés partout. Ouais. Il faut les aider quand même. Mais comment on a pu laisser la Turquie agir de cette façon?
Donc les États-Unis, ils avaient dit plusieurs fois, jamais nous allons accepter ça. La Russie est tout le temps en train de discuter avec les Turcs pour essayer de trouver une solution à cette impasse-là. Mais tout d'un coup, tout le monde se retire et la Turquie avance dans un pays arabe, la Syrie, le nord. Ce sont les Turcs, les Kurdes qui souffrent vraiment depuis des années et des années. Vous vous rappelez, en Irak, c'était la même chose. Maintenant, c'est la Syrie. Mais c'est une occupation, oui. Les Turcs occupent actuellement sur Erdogan, bien sûr, les territoires arabes que sont en Irak et en Syrie. C'est un fait accompli. Encore une fois, on va essayer de récupérer cet appel téléphonique avec Dr Mohamed Nasr. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien actuellement? Je vous entends. Oui. Il y avait un message très fort lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi hier à propos de la position égyptienne à l'égard de l'occupation, de l'invasion, de l'agression turque contre les territoires arabes en Syrie. Vous savez, en période de guerre, en période de conflit belligérant, nous sommes derrière notre président et nous sommes derrière, on peut à l'intérieur, lorsqu'il y a un conflit, on peut discuter, on peut critiquer, etc. Mais en période de guerre, en période de conflit et sur le plan international, nous sommes tous unis derrière le chef de l'État. Ça, il n'y a pas à sortir, il n'y a pas... Vous savez, c'est comme si nous sommes dans un avion et l'avion entre dans un orage. Alors, tout l'équipage doit être solidaire et doit suivre le commandant de bord. Il n'y a pas moyen de faire les soifs et pendant les périodes d'urgence, pendant les périodes difficiles, il faut être derrière le chef de l'État. Ça se fait partout dans le monde, même dans les plus grandes démocraties. Ceci dit, après les conflits, on peut discuter, on peut proposer des solutions par-ci, par-là, on peut critiquer. Mais en période d'urgence et en période de conflit belligérant, surtout pendant cette période où la Turquie attaque un pays arabe, je crois qu'il faut être très solidaire derrière le chef de l'État. Je dois vous remercier infiniment pour ce commentaire en ce qui concerne la position égyptienne vis-à-vis de cette agression turque contre les territoires syriens. Merci beaucoup. Oui, merci, docteur Mohamed Nasr. Merci, monsieur. Donc, de retour à d'autres points pendant cette discussion, il y avait bien sûr durant les 48 heures, si je puis dire, un autre message très important, très fort, lancé par le président à tous les Égyptiens. Je cite, « Toutes les catégories de la société, notamment les classes les plus nécessiteuses, vont bénéficier des fruits du développement, ou plutôt les fruits de la croissance économique, selon les termes du président Abdel Fattah al-Sisi, et cela lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, le ministre des Finances. Bien sûr, au cours de cette réunion, il y avait une sorte de tentative de suivre les indices de la performance financière égyptienne du mois de juillet jusqu'au mois de septembre de l'exercice 2019-2020. Et aujourd'hui, on trouve même que l'Égypte s'est classée au premier rang des économies les plus importantes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, avec un taux de croissance de 5,7% selon le centre de presse du Conseil des ministres dans une infographie. Donc justement, un reportage, après cela, les commentaires. L'économie égyptienne réalisera un taux de croissance de 5,6% à la fin de l'exercice 2018-2019. Tous les indices portent à croire que le programme ambitieux du gouvernement égyptien visant à restructurer l'économie nationale a porté ses fruits. C'est ce que louent effectivement les institutions financières mondiales, a fait remarquer le ministre des Finances, Mohamed Maït, lors d'une conférence de presse.
La délégation du Fonds monétaire international, lors de sa visite récemment en Égypte, a procédé à la révision finale du programme de réforme économique et la supervision de la performance financière, ainsi que des indices de croissance et de balance des paiements. Le ministre des Finances s'est félicité du bond remarquable de la performance financière de l'Égypte. Selon le bilan de la mise en application du budget public pour la période juillet-mars de l'exercice 2018-2019, il y a eu un excédent préliminaire multiplié à environ 5 fois pour ainsi atteindre 35,6 milliards de livres égyptiennes, soit 0,7% du produit intérieur brut, contre un excédent préliminaire de 7 milliards de livres égyptiennes du PIB pour la même période de l'année précédente. Cette hausse de l'excédent préliminaire a contribué à réduire le déficit total du budget de l'État dans les 9 premiers mois de l'exercice actuel, enregistrant 5,4% du PIB, correspondant à 281,3 milliards de livres égyptiennes contre 6,2% du PIB. Et de noter que les politiques financières adoptées par son ministère ont réussi à contrôler les taux de déficit budgétaire et à les réduire de façon constante ces 3 dernières années, ce qui devrait permettre à l'État de diminuer le volume de la dette publique du PIB à 93%, un taux prévu pour la fin du mois de juin prochain. Donc, docteur Ali Al-Khourei, toutes les catégories de la société égyptienne vont bénéficier des fruits de la croissance économique. À travers de telles déclarations, est-ce que vous trouvez que l'État égyptien essaie de ne pas répéter la faute commise en 2010-2011 en ce qui concerne la bonne et la juste distribution des fruits de la croissance au niveau du peuple? Écoutez, on peut réaliser ça à travers l'investissement du gouvernement dans les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est la chose principale. Oui. C'est là où il y a les gens qui veulent trouver un moyen d'améliorer leur sort à travers des entreprises. Oui. Et c'est pour cela que je demande au gouvernement de constituer une banque spécialisée pour ce secteur très important de l'économie. Ouais. Pour donner de l'argent, des prêts à ces gens-là pour pouvoir commencer leur projet. Et parce qu'une fois qu'ils ont réalisé ça, je pense qu'il y aura un résultat fantastique à la longue. Ouais. Et regardez, les gens qui investissent dans des projets très très petits sont des millions. Alors il faut les aider, il faut leur dire voilà, vous pouvez commencer, on vous donne ce prêt-là et commencer tout de suite. Et retourner cet argent, mais d'une façon clémente. C'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans, et ne pas être trop sévère avec ces gens-là, surtout les gens les très pauvres. Ouais. Alors à travers cela, je pense qu'on pourra cueillir les fruits, comme vous dites, de la croissance économique du pays. Ça, c'est la chose très importante. Ouais. Et la deuxième chose, je pense, ce sont les taxes, les impôts. Si chacun paye ses impôts exactement, il y aura sûrement un boom économique. Parce que c'est de l'argent liquide qui sera versé dans le gouvernement qui pourra plus tard investir dans l'infrastructure ou dans l'industrie ou n'importe où. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont par exemple les prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles l'Égypte va maintenir ses forts taux de croissance économique compte tenu de l'amélioration des indicateurs macroéconomiques pour atteindre un taux de croissance économique de 6% en 2020-2021. Dans le même contexte, on trouve que le taux de croissance mondial connaît une baisse de 2,6% en 2019 contre 3% en 2018. Donc, cette contradiction, l'Égypte maintient toujours ses forts taux de croissance. Dans l'autre côté, l'économie, ou dans ce contexte,
de cette baisse de la croissance économique mondiale? Ben, écoutez, les gens qui veulent investir, les hommes d'affaires en Europe ou en Amérique, lorsqu'ils vont investir dans ces pays-là, ce sont des économies, comment on dit, matures, comment on dit. Mature. Oui. Alors là, il n'y aura pas beaucoup de possibilités d'investir. Oui. Alors ils cherchent les pays en voie de développement, que ce soit en Afrique ou en Asie. Oui. C'est pour ça que vous allez trouver des pays dans ces continents-là qui progressent davantage, qui réalisent 6%, 5%, 7%. Et c'est le cas de l'Égypte. Mais sans la stabilité, il n'y aura personne. Oui. Il y a la stabilité, il y a la possibilité de ces investisseurs pour investir en Égypte, alors vous avez ce taux de croissance qui va aboutir à 6%, comme le préconise. Et bien sûr, il y a non seulement la volonté, mais aussi l'application d'une volonté très forte en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est pourquoi le président a donné aujourd'hui un autre message très fort en ce qui concerne la mise en exécution de la deuxième phase de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Et le président dit qu'il suit personnellement l'application de cette deuxième phase. Et même, il y a une sorte d'évaluation en ce qui concerne les défis, les obstacles dans cette lutte contre cette lutte contre la corruption et comment nous arrivons à réaliser les normes de transparence et d'honnêteté. Ça prendra du temps. Oui. Mais je vois que le gouvernement, le chef de l'État lui-même, ils ont un désir assez fort pour combattre ce fléau-là. Oui. Et c'est un fléau mondial. Ce n'est pas seulement en Égypte que ça existe, mais partout dans le monde, avec des degrés qui changent. Oui. Mais si les gens du pays sentent que le gouvernement est sincère, ils veulent détruire ce fléau-là, ils ne vont pas essayer de l'utiliser. Ouais. Ils vont l'éviter, parce qu'ils savent qu'il y aura des conséquences très graves. Oui, et si je peux dire, c'est une sorte de culture qu'on doit éradiquer. Ben, vous voyez, c'est une culture, oui, parce que ça date depuis des années et des années. Ouais. Hein, depuis le temps des pharaons presque. Ouais. Alors il faut être très sévère si on veut aboutir à un résultat positif dans ce domaine-là. Et je pense que l'État et le gouvernement sont très sérieux dans ce domaine. Et on l'a vu. Et il ne faut pas lâcher. Parce que c'est un combat qui n'est pas très facile. Ouais. Alors il faut continuer. Si on commence, il faut tout le temps continuer jusqu'à la fin. Ouais. Et je pense qu'ils ont cet avis-là et ils veulent faire quelque chose, le gouvernement et l'État. Oui. Vous venez bien sûr de mentionner pourquoi l'Égypte attire les investisseurs et les étrangers et l'Égypte est devenue de plus en plus séduisante dans ce domaine. Justement, ou si je peux dire, d'où provient l'importance d'une visite effectuée récemment, mercredi dernier avec plus de précision, par une délégation du Sénat et du Congrès américain de l'État de Californie, dont la capitale administrative, et bien sûr il y avait la nouvelle capitale administrative ici en Égypte, et bien sûr il y avait des entretiens entre le président et cette délégation. Donc justement, nous devons vous présenter ce reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi une délégation du Sénat et du Congrès américain en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le président a mis l'accent sur la robustesse des relations égypto-américaines. Il a de même affiché l'estime qu'éprouve l'Égypte envers le Congrès américain pour son rôle dans la consolidation du partenariat entre les deux parties. La délégation américaine a de son côté exprimé sa grande appréciation pour le rôle de l'Égypte sous la conduite du président Al-Sisi dans la diffusion de la culture de la paix dans la région du Proche-Orient. La délégation américaine a également exprimé son appréciation pour les efforts de l'Égypte visant à favoriser le dialogue et la paix au Proche-Orient en menant une guerre contre la radicalisation et l'extrémisme d'une part et en propageant les valeurs de tolérance et de paix de l'autre, tout en avançant à pas sûrs sur la voie du développement économique et social.
La délégation américaine a également salué l'activité égyptienne sur le plan régional, destinée à régler les crises par lesquelles passe la région. Cette rencontre a de même porté sur le développement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans les secteurs agricole, commercial et de l'enseignement supérieur et technique. Lors de sa visite en Égypte, la délégation du Sénat et du Congrès américain a effectué une tournée dans la nouvelle capitale administrative, accompagnée de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr. Cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faire connaître les grands projets nationaux mis en œuvre et les progrès réalisés dans les différents domaines ainsi que les opportunités d'investissement disponibles sur le marché égyptien. La délégation américaine a visité le siège de la Chambre des députés en construction, la grande mosquée El Fattah El Alim et la cathédrale de la Nativité du Christ. Les membres de la délégation ont loué le projet de la nouvelle capitale administrative, vu qu'il constitue une bonne occasion pour établir un grand partenariat économique entre l'Égypte et les États-Unis, affirmant le souci de Washington d'injecter des investissements en Égypte à la lumière des réformes législatives menées récemment par le gouvernement égyptien. Donc, d'après vous, quelle est exactement l'importance de cette visite de la délégation américaine dans la capitale administrative, de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, de votre point de vue, que ce soit économique ou politique? Voilà. Moi, je pense que cette visite est très importante. Pardon. Pour l'Égypte, premièrement, et pour cette nouvelle capitale. Pour l'Égypte, parce que l'Amérique, quand même, c'est un poids lourd, que ce soit militairement parlant ou économiquement. Et il ne faut pas oublier non plus que l'influence des États-Unis dans l'FMI et la Banque internationale sont assez forts. Alors, s'ils viennent ici en Égypte, ils voient sur le terrain même qu'il y a un progrès qui se réalise dans ce pays-là, ils vont de nouveau, lorsqu'ils retournent chez eux, parler de cette chose avec tous les hommes d'affaires, les institutions internationales et tout ça, et ça va avoir un effet important sur l'Égypte. Deuxièmement, la capitale, et justement, ça prouve la volonté du régime égyptien de commencer un projet et de le finir à temps et en qualité supérieure. Et la façon dont cette capitale a été construite est une chose fantastique. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des quartiers, le quartier médical, le quartier financier, le quartier résidentiel, ainsi de suite. C'est une nouvelle conception de construire les villes. Et lorsque cette délégation viendra, où elle est déjà venue, et elle a vu comment ces choses-là se sont faites, ils vont se dire, voilà, l'Égypte est un pays qui comprend dans tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau dans la construction, dans la gestion économique, et c'est un pays qu'il faut investir. Il faut l'aider à mettre les pieds sur le terrain, parce que, de nouveau, en regardant autour de l'Égypte, il n'y a que des problèmes. C'est l'oasis qui se trouve, c'est l'Égypte, au milieu de ce brouhaha, si on peut dire. Alors c'est pour ça que la visite de cette délégation est très, très importante. Et vous savez, l'intérêt des États-Unis en Égypte, ça date depuis le temps de Nixon. La première visite qu'il a effectuée pour l'Égypte, c'était en 75 ou 67. En tout cas, il y a toujours un intérêt accru pour l'Égypte. Et même Trump, il le dit tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Sisi et pour l'Égypte. C'est une chose importante. Parce qu'il voit, ou je parle des Américains en général, ou même du Sénat, parce qu'il y avait des reportages et des interviews qui ont été faits avec les membres de cette délégation américaine. Ils étaient impressionnés par ce qui était réalisé et accompli sur le terrain. Donc, si je peux dire, toucher les choses
voir qu'est-ce que se passe dans la Nouvelle-Égypte. Voilà. C'était un autre message très fort lancé par l'État égyptien. Et la chose importante aussi, c'est l'investissement dans le secteur pétrolier. Les Américains sont très avancés dans ce domaine-là. Et les premières compagnies qui ont investi en Égypte dans ce domaine-là, c'était des compagnies américaines, même durant le temps de Nasser. Alors là, c'est de nouveau un avantage qui va sortir de cette visite, c'est l'intérêt accru qu'ils ont pour l'Égypte et l'investissement dans le domaine pétrolier ou autre. Oui, oui. Et on ne parle plus de présenter des aides ou d'accorder des aides, mais d'injecter des investissements directs dans des projets comme vous les voyez sur le terrain. Oui, oui, c'est le cas. Mais ils vous donnent quand même une certaine somme chaque année, comme aide financière plutôt, et militaire. Oui. Oui. Mais comme vous le dites... Mais nous parlons actuellement d'investissement direct. Oui, oui. Ça, c'est la chose importante, l'investissement direct et non direct. Direct, ce sont ces gens-là, les hommes d'affaires, qui investissent. Mais le non direct, c'est à travers la bourse. Et ça monte, ça descend, ce n'est pas très stable. Mais les obligations même... les obligations que l'État égyptien propose en Europe ou ailleurs, à l'étranger. Et d'après leur réaction, il y avait un point essentiel en ce qui concerne les opportunités d'investissement à la lumière des réformes législatives effectuées par l'État égyptien. Plusieurs réformes, non pas seulement ce que vous avez mentionné, mais aussi en ce qui concerne l'investissement même. Il y a eu beaucoup de l'environnement d'investissement. Oui. Alors ça facilite énormément le travail de l'investisseur qui vient investir en Égypte. On lui facilite la tâche, c'est très important. Mais lorsque ça arrive à l'exécution, il y a toujours des petites choses qui sont là. Et ils essayent, au niveau gouvernemental, de trouver des solutions au fur et à mesure. Bien sûr, pour arriver à cette image, on trouve qu'il y a toujours des détails. C'est pourquoi nous avons commencé par présenter les messages de la part de l'État égyptien en ce qui concerne les questions à l'extérieur, les questions à l'intérieur, et ainsi de suite. À cet égard, on trouve une chose très importante, c'est que l'Égypte essaye seulement de construire sur les terrains ou de faire des constructions, mais de réformer, restructurer l'environnement des affaires tout entier. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Moi, je rencontre beaucoup d'hommes d'affaires égyptiens qui travaillent avec des hommes d'affaires étrangers. Ils partagent ce point de vue. Ils leur disent, il y a quelques années, il y avait beaucoup de problèmes, je ne sais pas quoi, mais maintenant, les choses sont beaucoup meilleures. Oui, notamment que l'État égyptien essaie de prendre en considération les dimensions socio-économiques et les dimensions religieuses. C'est pourquoi, par exemple, ils ont effectué des visites dans la cathédrale et dans la mosquée, dans de tels bâtiments très grands qui se trouvent dans la nouvelle capitale administrative. C'est un autre message. Mais ça veut dire que toute la population est égale devant le gouvernement. Il n'y a pas de différence. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, c'est la même chose. Et c'est ce que le président essaye de mentionner chaque fois qu'il y a une réunion. Nous sommes égaux tous. Il n'y a pas de différence. Et je me rappelle, une fois, il est allé inaugurer un projet. Ils lui ont dit, voilà, la mosquée, et je ne sais pas quoi et quoi. Il a demandé, où est l'église? Alors, j'avais dit, la mosquée et l'église. Il faut commencer tout de suite. Ben, ça prouve, parce que les gens, ils regardent la télévision, même à l'extérieur. Ils se disent, voilà, il est sérieux. Voilà, on l'a entendu nous-mêmes. Alors, comme vous le dites, c'est très important de dire, nous sommes tous égaux. Et l'Égypte progresse petit à petit. Oui, parce que même les investisseurs prennent en considération de telles dimensions. L'environnement où je vais, bien sûr, injecter ou même je vais accorder mes fonds ou mes argents. Dans quel environnement je parle? Oui. Est-ce que c'est une
stabilité réelle ou non. C'est pourquoi l'Égypte essaie toujours de présenter qu'est-ce que se passe en réalité sur le terrain. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup de telles visites de la part de ces délégations à haut niveau pour dire leur témoignage. Vous savez, ils peuvent lire des rapports, ils peuvent lire des articles dans les journaux, mais comme vous le dites, il faut quand même aller dans le pays même et voir de ses propres yeux. Ouais. Et discuter avec la population directement pour savoir, pour avoir justement le sentiment, le pulse, comme on dit, de la population. Ouais. Alors, c'est très important de commencer à même aider les gens à venir visiter le pays et chercher des endroits qui peuvent avoir une certaine influence sur le public extérieur, américain ou européen ou japonais, n'importe quoi. Et il y a une autre vision très importante en ce qui concerne pourquoi l'État égyptien, à travers l'armée ou la direction de l'armée, a essayé de restructurer l'infrastructure de l'Égypte. C'est pour ouvrir les voies devant les investisseurs et le secteur privé pour injecter un peu plus d'investissement dans le domaine de l'économie. C'est pourquoi il y avait aujourd'hui une information très importante. Le Premier ministre égyptien, Dr Moussa Madbouli, a suivi de près ce lundi toutes les mesures relatives au lancement du fonds et à la réactivation de son rôle comme l'une des formes les plus distinctes du partenariat efficace entre le gouvernement et le secteur privé. Le Premier ministre a indiqué que ce partenariat visait la réalisation du développement global à travers la formulation des stratégies nécessaires pour la gestion des actifs et des propriétés inexploitées de la part de l'État égyptien. Donc la création ou le lancement du Fonds souverain de l'Égypte pour activer un peu plus ce partenariat entre l'État et le secteur privé. C'est un autre message. D'après vous, quelle est l'importance de ce message? Que l'État est là, il soutient tous les efforts pour réaliser une certaine progression de l'économie. Ce n'est pas seulement l'investisseur étranger et égyptien, mais il y a aussi le fonds créé par l'État et ils le soutiennent. Donc ces trois éléments-là ensemble peuvent faire des choses importantes en ce qui concerne l'économie égyptienne. Ça donne un signal très important que l'État égyptien est là pour soutenir tout ce qui est important pour réaliser une croissance économique respectable. Les trois ensemble. Ouais. Et c'est un autre message de la part de l'État égyptien. C'est le rôle actuellement du secteur privé d'être un moteur essentiel dans l'économie égyptienne parce que nous avons déjà préparé les terrains pour les investisseurs, pour les hommes d'affaires, pour ceux qui essayent de travailler sérieusement pour l'économie égyptienne. Oui, parce que moi je sens que le secteur privé n'a pas contribué à 100% dans cette poussée vers la croissance égyptienne. Et je ne sais pas pourquoi ce ralentissement-là, parce qu'il faut qu'il commence à agir avec le gouvernement, l'État égyptien et les investisseurs étrangers. Je leur demande de pousser un peu en avance. Ouais. Ils leur demandent quoi? Donc de travailler ensemble, parce que le secteur privé, il n'a pas donné assez maintenant. Ils sont lents et il faut leur essayer de leur donner des incentives plus encore. Peut-être que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'ils hésitent à investir. Ouais. Et c'est le moment d'aller, d'avancer. Celui qui observe les démarches entreprises par l'État égyptien en ce qui concerne les investissements, l'Égypte essaye de diversifier leurs partenaires au niveau international. C'est pourquoi, ou d'où provient même l'importance de cette tournée européenne effectuée par le ministre des Affaires étrangères, M. Samah Chokri, et qui a entamé dimanche une tournée européenne en Autriche, en Croatie, en Lituanie et en Lettonie. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations et du souci de l'Égypte de promouvoir la coopération avec les partenaires internationaux. Bien sûr,
pendant cette visite, M. Chokri doit parler de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du commerce et de l'industrie, et même de l'investissement, de la coopération internationale, des technologies, de l'information et même des communications. Donc, l'Égypte essaye de trouver des investisseurs dans ces domaines. Est-ce que c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Je me demande. Qu'est-ce qu'ils font les hommes d'affaires égyptiens? C'est leur tâche principale. Mais si je peux dire, le rôle du ministre, c'est de étendre les relations ou de fortifier les relations stratégiques. Après cela, c'est le rôle de ces hommes d'affaires. Peut-être on pourra faire autrement. Le ministre, avec une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, faire cette tournée-là. Ouais. Si on s'intéresse beaucoup à l'économie et les hommes d'affaires d'Égypte, de l'extérieur, il faut qu'ils commencent à faire cette tournée avec le ministre concerné, moi je pense. Et dans le temps, il y avait, je ne sais pas, Sadat ou bien Moubarak, ils partaient toujours faire des tournées avec des hommes d'affaires, à Kazakhstan ou je ne sais pas où, et même en Éthiopie dans le temps. Alors, la présence du président avec les hommes d'affaires, ça renforce la position. Ouais. Pour donc clôturer cette édition, je dois annoncer cette déclaration faite par le ministre de Waqf, bien sûr, Cheikh Mohamed Mokhtar Gomaa, qui a dit « Le président de la République tenait à propager les valeurs de la paix, à ancrer les principes de la tolérance et de coexistence pacifique entre tout le monde, ainsi qu'à faire répandre le langage du dialogue au lieu de celui des différends et des conflits. » Donc, de telles déclarations ont été faites par Cheikh Gomaa lors d'une allocution prononcée au nom du Premier ministre pendant la cérémonie organisée au Sinaï du Sud, dans le cadre du Forum de Sainte-Catherine pour la tolérance entre les religions. Voilà, le dialogue. Le dialogue. Je suis toujours pour le dialogue. Et même en ce qui concerne le barrage de l'Éthiopie là-bas, c'est le dialogue qui va quand même trouver une solution en fin de compte. Le dialogue et la coopération, la tolérance et, si je peux dire, la situation de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, si on peut. Oui. Cette coexistence pacifique est prêchée toujours par l'Égypte. Oui. Vous allez gagner et moi aussi. Voilà, voilà. On essaie d'expliquer à nos compatriotes africains, mais par exemple l'Éthiopie, mais il paraît que ça prendra du temps. Il y a d'autres intérêts. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. On parle, il y a un dialogue qui dure depuis des années. J'espère que d'ici quelques semaines, il y aura une fin à ce problème-là. Oui. Et l'Égypte essaie toujours de dire il n'y a pas, comme beaucoup de personnes disent, où beaucoup de personnalités essayent de brosser une image ou de décrire une image, qu'il y a une sorte de conflit entre les civilisations, entre les nations. Non, il y a une sorte de coopération. Il y a toujours les domaines de coopération entre toutes les parties humaines. Et c'est l'Égypte, sous le président, c'est un témoignage, sous le président Fattah Sisi, qui essaye bien sûr d'appliquer ce slogan sur le terrain. Je dois vous remercier infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci. Et bon suite de notre programme sur International.